Hello, hello! Alors, c'est parti pour le 10e épisode des péripéties du mardi. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode, le 10e déjà. Mon Dieu, tout ça a passé très vite, toutes ces semaines-là. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager ce moment-là avec vous, pour connecter en souhaitant pouvoir vous inspirer, vous impacter, vous faire des prises de conscience. Donc, si vous êtes là en direct avec moi, je vous invite à me saluer. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là avec moi en direct. Si vous écoutez en différé, c'est parfait aussi. Donc, saluez-moi également. Ça me permet de savoir qui est là. Si vous avez des commentaires aussi à me partager, s'il y a des thématiques que vous aimeriez, je commence à faire ça, des bonus, après avoir pigé ma péripétie, puis vous avoir raconté ce que j'en ai retenu ou comment tout ça m'a été utile ou les prises de conscience que j'ai faites. J'aborde certains thèmes en bonus. Donc, ça me plaît beaucoup. Donc, si ça vous plaît également, parce que bien sûr, je fais ça pour vous, c'est des thèmes que vous aimeriez que j'aborde en bonus, dans la section bonus, n'hésitez pas à me partager vos propositions, vos suggestions. Ça va me faire plaisir d'en tenir compte, puis de prendre ça en note, puis d'utiliser vos thèmes, en fait, ce qui vraiment vous interpelle, qui vous intéresse réellement. Donc, ça me fera plaisir de recueillir tout ça et d'en tenir compte pour les prochaines fois et les prochaines sections bonus que je vous offrirai en même temps. Donc, j'espère, je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si c'est pas trop le cas, il y a des journées où c'est ça va pas super bien. J'espère que vous allez vous accorder de l'espace pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre et répondre aux besoins qui ont besoin d'être répondus également. Donc, c'est ce que je souhaite, parce que pour pouvoir faire évoluer, progresser quelque chose qui est plus ardu, qui nous arrive, plus on lui fait un espace, plus on en prend soin, plus vite. Souvent, ça nous traverse et on peut passer à autre chose. Donc, ça peut être l'écriture, ça peut être tout ce qui vous fait du bien, en fait, et qui est adapté à la situation que vous vivez à l'heure actuelle. Et si vous êtes en joie et en haute fréquence, mon Dieu, j'en suis très heureuse et j'espère que vous le savourez pleinement. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent pas, mon nom est Lise Laflamme. Je me suis auto-attitré le titre de designer de vie intérieure parce que, après avoir exercé les métiers, les professions de sexologue et de psychothérapeute pendant 16 ans, j'ai décidé d'enlever ces habits-là pour m'en créer un tout nouveau, qui était beaucoup plus aligné avec ce que j'avais envie de vous offrir. Donc, ma grande mission, c'est de contribuer à embellir votre vie personnelle et amoureuse, d'y rajouter de la couleur, de l'alignement avec ce qui est vraiment précieux et important pour vous. Donc, comment on peut être créatif dans nos vies, comment on peut faire les alignements nécessaires pour que cette vie-là fasse pleine de sens pour nous, pour que notre vie de couple soit vraiment à la hauteur puis à nos couleurs, malgré les aléas de la vie. Donc, c'est vraiment ce qui me passionne et si vous voulez plus de détails, en fait, sur mes services d'accompagnement puis de coaching que j'offre actuellement, je vous invite à visiter le www.liselaflamme.ca. Vous allez mieux connaître ce service-là, comment il fonctionne et vous allez avoir tous les détails aussi sur le site. Donc, voilà! Donc, sans plus tarder, je vais piger. Une aventure, une expérience, un moment marquant de ma vie que je vais vous partager en toute authenticité pour voir qu'est-ce que j'en ai retenu, comment je l'ai traversé ce moment-là ou qu'est-ce que ça m'a appris. Parce que je crois que vraiment, on est tous différents mais semblables dans ce qu'on traverse comme expérience de vie. Donc, en souhaitant que vous puissiez vous reconnaître, que vous puissiez en ressortir aussi avec certains outils ou prises de conscience. Donc, voilà. Ah!
OK. Donc, cette expérience-là, je l'intitulerais « Je l'ai pas vu venir ». Je l'ai pas vu venir du tout. C'était, à l'époque où j'étais à l'intervention. Je travaillais dans un organisme communautaire qui s'appelle le Calax Chaudière-Appalaches. Donc, notre mission, était de venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles, donc aux femmes, aux adolescentes, et maintenant, je sais qu'il s'adresse aussi aux enfants qui, ont vécu, cette expérience, douloureuse. Donc, j'étais intervenante à cet, organisme-là et on avait le souci vraiment de répondre à différents besoins de notre clientèle et un de ces besoins-là, exprimés par la clientèle était de mieux savoir comment réagir face à des situations, inattendues, comment se défendre, comment pratiquer l'affirmation, comment s'outiller face à une possible agression qui pourrait nous arriver. Donc, on avait engagé une organisation qui était spécialisée, en fait, dans les cours d'autodéfense. Donc, et autodéfense, pas seulement physique, mais aussi en lien avec l'affirmation de soi dans différentes situations où on peut sentir un malaise, où on peut se sentir comme pris dans la situation. Donc, comment on peut se sortir de ça? Donc, et j'avais été attitrée pour être la représentante de l'organisation, en fait, du Calax, lors de l'atelier qui durait 2 jours. Donc, l'atelier a lieu. Donc, j'ai une très, très belle collaboration et c'est vraiment chouette de travailler avec celle qui anime l'atelier, qui a beaucoup d'années d'expérience, qu'on voit qu'elle connaît son affaire. C'est vraiment chouette comment qu'elle apporte son contenu. C'est très interactif. C'est aussi plein de mises en situation, vraiment très éclairant. Donc, je vois que les participantes, moi, je suis juste là en soutien pour être sûre que tout se passe bien. Bien sûr que j'assiste, donc je bénéficie du même coup de tout ce beau contenu-là, mais tout ça se passe très bien. Et pour l'une des mises en situation, en fait, je pense que c'était la première en lien avec des agressions potentiellement physiques. Donc, elle demande à ce qu'il y ait une volontaire pour la mise en situation. Puis, ben, je lève ma main en disant peut-être que ça va aider les autres à emboîter le pas par la suite. Là. Donc, pour briser la glace, je me propose et donc je me lève pour la mise en situation et là, elle m'explique, on va s'imaginer que dans le fond, quelqu'un, pendant que tu marches à l'extérieur, arrive derrière toi, puis là, ben, elle prend le rôle de la personne qui s'approche de moi vers l'arrière et elle me coince en fait un bras, tu sais, comme elle me prend par l'arrière comme ça, comme si mes 2 bras étaient plus disponibles, puis que c'est ça, qu'elle m'enveloppait par l'arrière, puis qu'elle me retenait très fort. Donc, c'est ça la mise en situation. Et là, elle me demande spontanément: « Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton premier réflexe? » Et donc, encore une fois, sans trop réfléchir, puisque c'est la consigne, j'essaie de me dégager les bras. Donc, j'essaie vraiment de me libérer pour m'extirper de cette situation-là. Puis bien sûr que mon cerveau, il est conscient que c'est une mise en scène, puis je ne suis pas en réel danger, mais je suis quand même étonnée quand on le fait en vrai, à quel point que quand même, il y a comme un petit choc quand même. Hein? Il y a comme le système nerveux, il sait là, qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel. Donc, ma réponse à la question « Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? » Ben, je tente de dégager mes bras. Puis là, elle les resserre encore plus, donc c'est ça. Vraiment, j'essaye fort. C'est mon premier réflexe, c'est d'essayer de dégager ce qui est coincé. Et là, elle retire son emprise sur mes bras et là, elle me dit, elle demande aux autres participants comment vous avez trouvé la réaction de Lise et comment vous avez trouvé que ça s'est terminé et tout ça. Puis là, ben, je pense que les gens comprennent pas trop la question.
Puis là, ils font comme, je pense qu'on aurait fait la même chose qu'elle. On essayait, tu sais, elle essayait de se dégager, puis tout ça. Fait que, tu sais, il me semble qu'on aurait fait la même chose. Et là, elle a dit une phrase très percutante. Pour moi, du moins. Peut-être que ça fera du sens pour vous, peut-être pas. Mais moi, cette phrase-là, elle m'est restée... en tout cas, elle me reste encore en tête dans plein de situations. Elle m'est utile, en fait, encore dans plein de situations aujourd'hui. Elle m'a dit, le cerveau est programmé, quand il est en mode survie, à déprendre, c'est ça, ce qui n'est pas disponible. Le cerveau, quand il est en survie, il ne met pas l'emphase sur ce qui est les autres possibilités. Parce qu'il veut juste se défendre et se protéger. Mais il n'utilise pas nécessairement la meilleure stratégie pour s'extirper de cette situation-là. Et ce qu'elle voulait nous faire prendre conscience, moi ainsi qu'à toutes les autres participantes, c'est qu'en mettant des énergies et ma concentration et mon attention à libérer ce qui était coincé, mon cerveau n'avait pas du tout, mais du tout mis l'emphase sur le fait que j'aurais pu utiliser ma tête pour donner un coup de tête. J'aurais pu utiliser mes jambes aussi pour essayer de peut-être donner un coup très, très fort sur le gros orteil de la personne derrière moi, pardon, qui ferait en sorte qu'il aurait lâché son emprise parce que ça l'aurait surpris et parce que ça lui aurait fait mal. Et ça avait été comme une révélation pour moi, ce moment-là. Vraiment, comme une grande révélation. Quand on se sent coincé, et ça, là, on parle d'une agression physique, là, mais élargissons ça à toutes les situations dans notre vie où on peut se sentir coincé, que ce soit dans un travail, dans une relation, que ce soit, peu importe, notre vie personnelle. Quand on se sent coincé, quand on se sent là, pris quelque part, stagnante, puis qu'on met l'emphase sur cet aspect-là, et donc notre champ est très, très réduit à ce qui est pris et qu'on oublie les autres possibilités, où on a de la marge de manœuvre, en fait, où on a de l'espace, où on a des possibilités. Mais de comprendre que quand on est en mode survie, que notre cerveau, lui, n'aura pas ce réflexe-là premier. Pas du tout. Instinctivement, il va aller vers tenter de prendre ce qui est pris. Et donc, on se doit de nous faire un choix différent. C'est là qu'on a une possibilité. Le réflexe va être d'essayer de prendre ce qui est pris, mettre notre attention là, puis de mettre l'énergie là. D'accord, on ne peut pas nécessairement changer ça. C'est le réflexe instinctif. Mais est-ce qu'on ne peut pas ajouter après? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que j'ai d'autres possibilités pour me sortir de là? Et la réponse, c'est souvent oui. Donc, comme je dis dans cet exemple-là, il y avait ma tête qui était disponible, il y avait mes jambes qui étaient encore disponibles, il y avait mon bassin. Puis c'est sûr que cette animatrice-là, qui était formidable dans ce cours d'autodéfense-là, elle avait fait des mentions. C'est pas toutes les situations qu'on a les mêmes possibilités, bien évidemment. Je veux dire, si dans le cas extrême, que j'ai un couteau sous la gorge, je veux dire, j'utiliserai pas ma tête ou mon champ d'action va être beaucoup plus limité, là, parce que du moment où je bouge, il y a un risque très élevé d'atteinte à ma vie, à ma survie et tout ça, à ma santé. Donc, effectivement, il y a des situations où les possibilités sont grandement réduites. Mais que tout ça, c'est vraiment des cas exceptionnels, très rares, heureusement. Mais que dans la plupart des situations, et je ramène ça dans la vie courante, on aurait avantage à ouvrir
notre champ, de volontairement mettre notre attention, pas nier sur ce qui est coincé, c'est pas ça, mais de voir au-delà de l'attention que je porte là-dessus, est-ce que je peux aussi le mettre sur autre chose, sur des possibilités qui vont m'amener à possiblement me sortir de cette impasse-là ou de cette situation-là dans laquelle je me sens coincée. Donc, je ne sais pas si ça vous interpelle, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Moi, je sais que c'est une leçon que j'ai retenue et que j'utilise encore souvent dans ma vie quand je me sens pris, quand je me sens coincée quelque part. Bien sûr que ça m'est jamais arrivé physiquement d'avoir eu besoin d'utiliser cette technique-là. Donc, merci pour ceci, d'être en sécurité et de ne pas avoir vécu d'agression physique dans mon parcours de vie. Mais à quel point ça peut être puissant, cette prise de conscience-là. Que notre réflexe premier instinctif, notre mécanisme de défense, ça va être de mettre l'emphase sur ce qui est coincé puis d'essayer de le déprendre, alors que ce n'est pas toujours la stratégie la plus efficace pour se sortir d'une impasse. Peu importe l'impasse, pas juste au niveau d'une agression physique, mais dans l'ensemble des situations qui peuvent nous arriver dans la vie. Donc voilà. Et je me rappelle à quel point les femmes qui avaient été participantes, là, qui avaient participé en fait à cet atelier-là, avaient aussi beaucoup retenu cet aspect-là. Parce que par la suite, toutes les mises en situation qui avaient été réalisées avec les participantes, on voyait que oui, peu importe l'emprise physique ou l'agression qui était simulée, oui, tu voyais le corps qui essayait en premier de déprendre ce qui était coincé, mais on voyait que, il y avait un choix qui s'ajoutait par la suite, puis que la personne essayait de voir quelle autre partie du corps pouvait être disponible ou quelle autre chose pouvait être fait pour déstabiliser, dans ce cas-ci, l'agresseur et se sortir de cette situation-là. Donc, on voyait l'effort et on voyait que ces femmes-là gagnaient en confiance, gagnaient en pouvoir. C'est comme, voyaient que même si elles n'avaient pas une grande force physique nécessairement pour faire de la lutte avec la personne qui était en train de les agresser, avait quand même beaucoup de choses qu'elles pouvaient faire, qui ne demandaient pas une grande force physique. Elles pouvaient crier. Une autre chose qui m'avait moins marquée, mais que les femmes avaient beaucoup retenu pendant cet atelier-là, c'était à quel point, comment qu'elle l'avait nommé? Donnez-moi un instant, là, comment elle avait nommé ça? Là, elle avait dit les agresseurs, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, là, les gens qui prennent pouvoir, disons ça comme ça, sur une autre personne, n'aiment pas les folles. Et là, on avait tous été un peu déstabilisés par cette remarque-là, en disant, et elle donnait l'exemple, admettons que vous pensez être suivi pendant que vous marchez, puis que là, vous craignez tout ça. Bien, le fait au lieu de marcher plus vite ou de changer de côté de trottoir, qui sont des possibilités, qui peuvent être des options, mais que de se retourner, tu sais, de faire face à cette personne-là, puis là, d'y faire une grimace ou de crier notre nom, ou tu sais, de surprendre cette personne-là, à quel point ça pouvait être désarmant totalement. Parce que ça sort du scénario que lui s'était fait, ou que cette personne-là, disons ça, parce que ça pourrait être une femme, disons-le, que cette personne-là s'était fait. Donc, souvent, va repartir bredouille, changer le plan, et finalement, c'est ça. Et ce qu'elle disait, c'est si finalement cette personne-là n'avait pas du tout l'intention de commettre un délit, de s'en prendre à nous,
ben on va juste s'avoir paru folle, mais au moins on va s'être sorti de ce sentiment de peur et d'insécurité-là qui nous habitait à ce moment-là. Fait que c'était pas trop cher à payer pour regagner un climat de sécurité. Donc, nous avait fait beaucoup rire et on s'était exercé aussi à voir comment on pouvait déstabiliser l'autre par notre voix, par des comportements. Je me rappelle d'une femme qui s'était mise à danser, là, comme s'il n'y avait plus de lendemain, là, tu sais, là, puis tout ça, là, puis que, tu sais, ça avait surpris l'autre participante qui pensait, bon, commettre un délit, tout ça. Fait qu'on avait trouvé ça bien drôle. Fait que c'est ça. Fait que de voir qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ce à quoi notre corps ou notre cerveau surtout est programmé à faire quand il est en mode survie. Donc, ces femmes-là étaient reparties de cet atelier-là de 2 jours avec beaucoup d'outils, avec beaucoup plus de confiance en leurs moyens de se défendre, de se protéger elles-mêmes. Elles avaient été très satisfaites, en fait. Ça avait été très beau comme week-end. On avait eu beaucoup de plaisir et ça avait été riche à plein de niveaux. On était tous repartis avec quelque chose de différent, mais d'utile à la fois. Et comme je vous dis, moi, l'aspect qui m'avait le plus marqué et que j'utilise encore, je vous le dis, c'est vraiment l'aspect de au-delà du réflexe premier, où on tente de mettre l'emphase sur ce qui est pris, sur ce qui ne fonctionne pas, comment ça peut être ô combien plus utile de voir plus large. Et que c'est souvent ça qui nous permet de contourner la situation ou de la faire évoluer, progresser du moins. Donc, j'espère que tout ceci puisse être utile, puisse contribuer, que vous puissiez faire des liens avec votre propre vie, vos propres expériences ou des situations actuelles, peut-être que vous vivez ou vous vous sentez coincé. Et je trouve que le coaching, ça m'amène à faire ce lien-là. Quand je suis en rencontre avec les gens, c'est souvent les premières rencontres, là, les gens vont me le dire « Et que ça fait du bien! » Parce que ça me permet de prendre un pas de recul. Et quand je prends un pas de recul, je vois qu'il y a d'autres choses qui sont possibles pour moi. Alors que quand je restais seule à tourner ça dans ma tête, j'arrivais à rien, j'avançais pas. Au contraire, mon malaise faisait juste augmenter, ma détresse faisait juste augmenter. J'ai l'impression que j'avais tout essayé, mais que là, en participant, en osant un choix différent, en osant s'offrir un coaching, un des grands bénéfices, c'était ce recul-là avec une vision de quelqu'un d'extérieur aussi, qui t'amène à voir cette situation-là sur des angles différents, qui fait en sorte que, ah, OK, ça, c'est possible. C'est pas vrai que j'étais allée au bout. Peut-être des choses, des angles morts que j'ai pas vus. Et souvent, cet espace-là nouvelle que ça crée donne de l'espoir, encourage, sort la personne de son immobilisme, son inertie. Déjà, se sent plus légère, léger en sortant de là, parce qu'il y a plus d'espace, parce que c'est comme sortir de la forêt. Ah! Plutôt que d'être au centre de la forêt, puis de plus voir les possibilités d'en sortir à travers ça. Donc, je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire avec tout ça. Donc, voilà. Est-ce que je fais un bonus? J'avais mis mes petits brillants aujourd'hui pour le 10e, en me disant, on va le souligner quand même. 10. C'est quand même le fun. Ben, en tout cas, pour moi, en tout cas, je suis très contente d'arriver à ce 10e épisode-là. Est-ce que je fais un bonus? Ce qui est je m'en suis pas préparée. Mais
très facile pour moi de trouver une idée de bonus, un sujet qui pourrait potentiellement vous interpeller. La chose qui monte présentement et qui sera mon bonus de ce 10e épisode, la peur de déplaire ou la peur de décevoir et la peur de décevoir. C'est quelque chose qui revient fréquemment dans mes séances d'accompagnement. À quel point les gens s'arrêtent ou se privent de dire ou de faire par peur de déplaire ou de décevoir. Et je pourrais vous en parler longtemps de comment on peut percevoir ceci différemment, comment on peut contourner cette peur-là ou comment on peut dire et agir avec cette peur-là. C'est beaucoup cette option-là que moi, je propose aux gens. Parce que c'est vrai que c'est une possibilité. Je veux dire, souvent, les gens sont convaincus qu'ils vont décevoir ou convaincus que ça va déplaire en agissant d'une telle façon ou en changeant une habitude ou peu importe, ou en disant quelque chose. Ils sont convaincus qu'ils vont décevoir. Donc ça, c'est première étape. C'est une possibilité, mais ce n'est pas c'est pas certain à 100%, là. Il faut prendre un pas de recul par rapport à ça et réaliser que, oui, c'est une probabilité. Mais il y a beaucoup d'autres chances que la personne puisse réagir avec bien du détachement, avec d'être très bien avec ça aussi. Donc, on présume que l'autre va ressentir ceci, mais en même temps, il faut se rappeler que c'est une possibilité parmi tant d'autres. Fait que ça, il faut se le rappeler. Deuxième chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, peur de décevoir et de déplaire, est-ce que c'est si grave que ça de déplaire ou de décevoir quelqu'un? Est-ce qu'on met pas trop d'emphase sur « il faut vraiment pas que ça arrive. C'est insupportable. » C'est inconfortable de voir qu'on peut avoir généré de la déception ou avoir déplu. Nous, on a à apprendre à tolérer. C'est ça. Tolérer que l'autre peut être mécontent, que l'autre peut être déçu et que ça va être passager. Ça va être un moment, puis il va passer. Puis c'est vraiment, vraiment une grosse déception. Il va y avoir une discussion, il va y avoir une possibilité de réajuster le tir, il va y avoir d'autres choses qui vont se créer. Mais accepter que, oh oui, ça peut générer de la déception, du mécontentement, et qu'il va falloir que je tolère le fait que ça me rend inconfortable pendant le temps que ça va durer. Et se ramener à pourquoi je le nomme ou que je fais ce choix-là. Ça va m'aider à tolérer l'inconfort. Je fais pas ça dans l'intention où je ne dis pas je ne passe pas ce commentaire-là, ou je ne fais pas cette demande-là, ou je ne mets pas cette limite-là pour décevoir l'autre. Je le fais, pourquoi? Pour me respecter. Pour affirmer quelque chose qui est très important à mes yeux, qui est en lien avec mes valeurs. Donc, se ramener à ça. Donc, je le fais pour cette raison-là. Et donc, oui, je vais accepter d'avoir à traverser l'inconfort de voir la réaction de l'autre.
qui va être passager. Et le dernier élément, le troisième que j'ai envie de vous amener par rapport à ça, c'est, rappelez-vous, quand une personne, que ce soit un employeur, un collègue de travail, que ce soit un membre de votre famille, un ou une amie qui vous a déçu ou qui a passé un commentaire ou qui vous a refusé quelque chose ou qui a mis une limite claire ou qui a affirmé quelque chose, puis que vous avez vraiment ressenti une déception ou un mécontentement ou ça peut être de la peine, peu importe ce que ça vous a fait vivre. Est-ce que de ressentir cette émotion-là aura été si épouvantable que ça? Je dis pas que ça a été plaisant, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais est-ce que vraiment ça aura été ultra inconfortable? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je pense que la majorité du temps, on vit une déception, puis on passe assez vite à autre chose. Puis que si vraiment on est très mécontent de ce qui s'est passé là, de ce qu'il a pu se dire ou ce qu'il a pu se faire, ou de la décision d'une autre personne, ben, je vais avoir la possibilité d'aller m'asseoir avec cette personne-là, puis là, de dire à quel point c'est bouleversant ou que ça me convient pas, ou, tu sais, je vais pouvoir exprimer quelque chose. Mais si c'est pas si dérangeant, si c'est pas si important pour moi, OK, je vais être déçue, je vais être peut-être dans le mécontentement, je vais peut-être avoir un peu de peine, mais souvent, ça va être de très courte durée. Ça ne nous aura pas complètement chamboulés, puis on passe à autre chose. Et si c'était la même chose pour les autres aussi, hein, qu'on pourrait déplaire, à qui on pourrait déplaire en fait, ou à qui on pourrait faire ressentir du mécontentement, si tout ça était d'une beaucoup moins grande intensité que ce qu'on se fait à croire. Puis je le sais, hein, à la base de ça, c'est qu'on veut continuer à être aimé par l'autre. On veut continuer à être apprécié. On veut préserver ce lien-là, important pour nous. Souvent, c'est ça qui est à la base. L'envie de continuer à être accepté, considéré, aimé de cette personne-là. Mais encore une fois, je ramène ça à vous. Est-ce que vraiment vous avez arrêté d'apprécier ou d'aimer une personne parce qu'elle vous a refusé quelque chose une fois et elle vous a déçu? Peut-être que oui, si c'était vraiment une grosse affaire, mais mettons, je donne un exemple, là. Hein, annuler un souper d'amis ou reporter un souper d'amis ou mettre une limite claire avec un collègue de travail. Est-ce que vraiment ça risque de tout changer votre rapport avec cette personne-là, votre lien? Et si c'était le contraire? Et si au contraire, ça solidifiait le lien avec cette personne-là parce que vous faites preuve d'authenticité, parce que vous êtes vrai avec cette personne-là et que ça renforce le lien. Parce que cette personne-là apprend à mieux nous connaître, voit qu'on n'est pas parfaite, qu'on n'est pas parfait, que ça nous arrive aussi de changer d'idée, de revoir nos plans.
Donc ici, c'était le contraire. Ici, ici derrière l'inconfort ou la peur qu'on a de déplaire ou de décevoir ou de créer du mécontentement, en étant dans notre vérité, en étant dans notre authenticité, en se respectant soi-même et donc en affirmant tout ceci à la personne concernée, on était en train de solidifier le lien, de construire des bases encore plus solides avec cette personne-là. Moi, c'est souvent ce que j'observe. Que ce soit dans les rencontres de coaching de couple, ou plus les couples se disent les vraies affaires, même si c'est inconfortable de les dire et de voir la réaction de l'autre. C'est ce qui permet de progresser. C'est ce qui permet à cette relation-là de sortir du statu quo. Et je pense que ça s'applique aussi dans nos autres liens, que ce soit nos liens familiaux, nos liens amicaux, nos liens avec les gens avec qui on travaille. Donc, je vous invite à avoir la réflexion. Comment je me comporte en lien avec la peur de décevoir, la peur de déplaire? Est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, vous limite beaucoup? Et si c'est le cas, ben, je vous invite à réécouter tout ça. Mes 3 propositions, mes 3 éléments de réflexion que je viens de vous proposer pour que cette peur-là ou ces appréhensions-là prennent moins de place et que vous vous accordiez une plus grande place. Alors, j'espère que tout ceci vous aura été utile. Merci d'être là. Que vous écoutiez en direct ou en différé, sachez que je me sens très privilégiée d'avoir votre précieux temps. J'ai plein de beaux projets qui s'en viennent. J'ai très hâte de vous en parler. Je travaille fort là-dessus présentement. Je pense beaucoup à vous pour créer des nouveaux projets qui puissent servir à un grand nombre de personnes à la fois. Donc, j'espère que tout ceci, tout ce que je mijote, vous plaira quand ça sera prêt à être dévoilé. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à me faire, si vous avez des idées de thèmes bonus que vous aimeriez que j'aborde lors de mes lives du mardi. Après avoir pigé ma péripétie, c'est ça. J'aime bien faire, ça fait quelques fois là, que je le fais, un thème bonus. Donc, si vous avez des idées de thèmes ou une question en particulier que vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ça va alimenter cette section-là bonus et j'ai vraiment le souhait que ça soit utile à un plus grand nombre et de vraiment répondre à des questionnements, des besoins, des préoccupations que vous pouvez avoir. Donc, si ça peut vous faciliter la vie, si ça peut amener plus de légèreté, si ça peut vous amener des outils ou des prises de conscience qui embellissent votre vie personnelle et amoureuse, ça sera mission accomplie de mon côté. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 11. Ciao, ciao!